Je m'appelle Alain Claverie, je travaille dans le domaine spatial depuis 1986. J'ai commencé par travailler pour une filiale du CNES Matra Aérospatiale. En 93, j'ai rejoint Matra Marconi Space et qui est progressivement devenu Airbus Defence Space, c'est le nom d'aujourd'hui de la compagnie. Donc ensuite, suite à cet exercice, j'ai plutôt travaillé, donc j'ai basculé dans le domaine des applications spatiales. J'ai travaillé jusqu'en 2001. Et ensuite, j'ai basculé suite au 11 septembre pour travailler dans le domaine de la sécurité, d'abord au siège de EADS, maintenant Airbus Group, pour m'occuper effectivement de quels sont le business que nous pourrions développer dans les applications en sécurité. Ensuite, de 2016 à 2019, j'ai travaillé avec le commandement de l'espace. J'ai travaillé sur les jeux de guerre spatiaux. Et en 2020, j'ai rejoint la Fondation pour la recherche stratégique. Ça fait partie de ce qu'on appelle les think tanks. Donc, il doit y en avoir à peu près 55 en France. Et quelque part, quand même, la structure, c'est que quand même, je vais dire, au niveau de l'actionnariat, si je veux dire, c'est une société de droit privé, mais l'actionnaire principal, c'est l'État. Et c'est à son conseil d'administration, il y a effectivement plusieurs ministères, des armées, de la recherche, etc., des finances qui sont au bord de la FRS. Et ensuite, il y a certains grands industriels, il peut y avoir Thales, Dassault, qui sont au conseil d'administration. Et l'objectif, c'est de travailler sur des aspects géopolitiques. Donc, pas mal de mes collègues travaillent actuellement sur les questions de guerre en Ukraine, sur la prolifération du nucléaire. Et donc, il y a une entité qui travaille plus spécialement sur la partie spatiale. C'est là que je travaille, notamment avec Xavier Pascal. Bon, il y a une liste qui est assez réduite, hein. Donc, bon, bien sûr, il y a les Américains, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde, le Japon, les deux Corées, Nord et Sud, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, qui est aussi. Donc, je reviendrai peut-être tout à l'heure pour parler de ce cas-là de la Nouvelle-Zélande. Il y a ensuite des acteurs qui sont. Alors, il y a plusieurs types d'orbites. Il y a les orbites géostationnaires qui sont à 36 000 km, qui ont la particularité, ces satellites tournent à la même vitesse que la Terre. Et donc, on les a en permanence au-dessus de notre tête, ce qui permet notamment la diffusion de chaînes télé, etc., donc, qui sont satellites, qui sont basés sur ces satellites-là. Et donc là, dans ce cadre-là, le nombre de pays est un peu plus réduit puisqu'il ne reste plus que les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et l'Europe qui ont des capacités de faire ça. La France a un positionnement qui est assez fort, dire quelque part que c'est en termes budgétaires la troisième puissance spatiale mondiale si on cumule les activités civiles et militaires. En fait, c'est la Commission européenne qui est devenu un acteur important puisque c'est quand même déjà avec deux programmes clés et un programme qui est en construction. Le premier étant Galileo, la navigation, et le deuxième c'est Copernicus pour la télédétection. Et le troisième, c'est la préparation de la constellation Iris 2 pour répondre aux constellations de télécommunications. Le spatial est extrêmement important pour les militaires. Donc, je veux dire, la France est relativement très bien positionnée puisque derrière les Américains, on est les seuls à disposer du point de vue militaire de trois types de capacités différentes. La première, ce sont les télécommunications militaires avec Syracuse. Le deuxième point avec les satellites maintenant qui s'appellent CSO, d'observation de la Terre à très très haute résolution. On connaît au niveau américain sur les qualités et les performances de ces satellites. Et puis, le dernier point, c'est des satellites dits d'écoute, SIGINT en anglais, qui permettent d'écouter les fréquences, je vais dire, des radars, des systèmes ennemis pour pouvoir, en cas de conflit, arriver à pouvoir soit les brouiller, etc., etc. Donc, nous disposons de ça. Il y a une capacité
que nous n'avons pas, qui est la capacité radar, mais qui, au travers des accords européens MUSIS, nous permet d'accéder aux capacités italiennes et allemandes radar. Ce qui fait qu'à partir de là, on a une couverture complète, puisque en termes de satellite radar, les Américains ont très peu développé ce côté-là jusqu'à présent. Leur programme a été arrêté. Non, ils ne les ont jamais finalisés. Donc, au niveau après des applications concrètement par les militaires, il y a le pilotage des drones, qui a été largement utilisé en Afghanistan, voire sur les conflits. Est apparu le renseignement avec notamment les satellites que j'ai dit, d'abord Helios et CSO, qui à l'origine avaient une vision stratégique. Je rappelle que la France a comment dire, un programme un système de dissuasion nucléaire. Et à partir de là, l'objectif de Helios, la motivation d'Helios dans les années 80, 90, c'était de pouvoir arriver à faire du ciblage de capacités adverses, essentiellement à l'époque soviétique. Et donc, pour pouvoir le faire, il fallait avoir de l'image d'assez bonne résolution, et c'était l'objectif premier des constellations Helios. Puis d'ailleurs, l'objectif était de surveiller l'Union soviétique à l'époque. C'est lors de la deuxième guerre en Irak, les Américains, ils ont montré des images, comment dire, à l'ONU pour expliquer qu'en fait, il y avait des armes de destruction massive en Irak. Côté français, côté du président français à l'époque, on avait toutes les preuves que ces images étaient fausses. Donc, ce qui est quand même important pour les décisions, je vais dire en cas de conflit, de savoir que effectivement, même nos alliés peuvent ne pas être complètement honnêtes avec nous. Les armes de destruction massive sont illégales dans l'espace. Donc ça, c'est déjà le premier point. Ceci dit, comment ça se situe? Alors on imagine que pas le droit de mettre, mettons, une charge nucléaire qui pourrait après plonger sur la Terre ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas très bien la définition qu'il peut y avoir là-dessus. Après, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées, notamment déjà dès le début, d'ailleurs assez rapidement. Il y a eu des démonstrations par les soviétiques et par les Américains de ce qu'on appelle des anti-satellites, des ASAT, pour détruire des capacités. Bon, on détruit ses propres capacités, mais c'est pour faire comprendre à l'autre qu'on peut détruire les siennes. Comment dire, ça d'ailleurs, ça a été poursuivi par la Chine, qui l'a fait je sais plus, en 2007, je sais plus en quelle année, avec une réplique américaine pour montrer qu'eux aussi savaient le faire. Et puis l'Inde l'a fait. Et puis d'ailleurs, les Russes ont détruit un de leurs satellites de manière assez sophistiquée en 2021, donc quelques mois avant le déclenchement de leur guerre en Ukraine. Euh, donc, euh, donc c'est des éléments qui sont voilà dans le cadre, avec une pollution au passage de l'espace, puisque ça a créé plein de débris et plein de problèmes là-dessus. Et je rappelle d'ailleurs que même en 62, les Américains ont fait exploser une bombe nucléaire dans l'espace pour voir ce que ça faisait. Donc ça a détruit des satellites. Bon, comme il n'y en avait pas beaucoup, ce n'était pas un problème à l'époque. Ça a détruit aussi les communications au sol, notamment sur la zone de Hawaï. Aujourd'hui, on va dire l'espace, en fait, ce qui est au-dessus de notre tête, est divisé en deux zones. Jusqu'à 20 kilomètres, c'est la zone aéronautique sur laquelle les avions circulent et donc il y a une législation, donc avec l'autorisation de surveiller les territoires ou de les refuser, etc., etc. Il y a une autre zone qui est la zone spatiale qui est au-dessus de 100 kilomètres, qui est l'espace. Et puis il y a une zone un peu floue qui est entre 20 kilomètres et 100 kilomètres. Dans cette zone-là, vous pouvez passer, mais vous pouvez, bon, après c'est très difficile de rester, mais c'est assez flou au niveau de législation. Donc, alors il y a eu l'histoire du ballon chinois, donc il y a quelques mois, je sais plus, ou un an, je sais plus, donc qui a été découvert au-dessus des États-Unis. Alors, ce ballon chinois, donc les Américains ont fini ils avaient des soupçons d'espionnage et par le tirer, par tirer dessus avec des missiles et l'abattre. Et puis finalement, ils ont dit, il n'y a rien. Il y a
Dire bien, il y avait rien de particulier. Alors, une explication qui peut être faite, c'est pour ça que derrière, qui est intéressante, qui a été développée par un chercheur de Singapour, qui a expliqué qu'en fait, les Chinois testaient les Américains. Les Américains ont détruit ce ballon, ce qui, en cas de certaines situations, pourrait donner aux Chinois l'occasion de répliquer. Ce sont les programmes, je vais dire, américains, même français, comme les satellites militaires ou les satellites, on va dire, je parlerai de l'ESA peut-être aussi un petit peu pour préciser un petit peu le rôle de l'Agence spatiale européenne. Donc c'est quelque chose de très institutionnel avec le développement en relation avec ces fonds et ces investissements institutionnels avec des industriels, sur lequel d'ailleurs la France est particulièrement bien placée puisque enfin, les deux plus grands industriels européens sont Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space. On a aujourd'hui quand même un positionnement assez fort là-dessus. Mais c'est très institutionnel. Donc le donneur d'ordre est institutionnel. Aujourd'hui, jusqu'à présent, principalement, les satellites de télécommunication étaient à 36 000 kilomètres. Le problème que cela pose, c'est que c'est le temps dit de latence, c'est que pour envoyer, il faut envoyer la communication au satellite et le satellite la renvoie, ça prend un certain temps. Donc c'est des 300 millisecondes qui se rajoutent et donc pour avoir des communications fluides, téléphoniques, tout ça, c'est quand même un peu problématique. Alors les constellations de télécommunications les premières ont été imaginées dans les années 2000 pour N raisons. Donc la maturité des récepteurs, de la technologie n'était peut-être pas au rendez-vous. Et puis est arrivé Elon Musk et Starlink. Et là, on a un changement complètement de situation, puisque, alors bon, c'est des satellites qui sont très très bas, qui sont entre 525 et 500 kilomètres, et donc qui sont adaptés à la communication. Et donc, ce type de constellation ouvre la voie à pouvoir faire de la téléphonie. C'est pas encore le cas, je pense. Aujourd'hui, il faut des terminaux un petit peu plus lourds pour Starlink, mais ça se prépare. C'est ce qui se prépare. Il y a déjà des opérateurs qui se positionnent sur ce marché de pouvoir faire de la 5G et demain de la 6G par satellite. Donc il y a un changement, ce qui est le changement avec ce qui est important pour toutes les zones blanches, si vous faites du bateau, j'en sais rien. Donc il y a des tas d'applications qui sont liées à cette situation. Donc, c'est quand même un basculement qui est quand même extrêmement important. C'est intéressant de revenir un petit peu sur le cas comment dire, de SpaceX, voilà, qui quelque part a, on va dire, révolutionné complètement la situation dans le monde, puisque pour information, pour votre information, Euh, aujourd'hui, Elon Musk a lancé en l'air plus de satellites que tout le reste de la planète. Donc, il dispose aujourd'hui de. Alors, c'est difficile parce que ça change tous les jours. Alors, j'ai pas les derniers éléments. Alors, si donc je sais plus exactement. Donc, c'est absolument énorme. Donc, euh, donc, il y a à peu près, je sais pas, il doit y avoir, mettons sur 6 000 ou 7 000 satellites, plus de la moitié, c'est Elon Musk. Et donc, avec SpaceX, il les lance. Et chaque fois, c'est des satellites. Bon, je pense que derrière, on parlera peut-être après ensuite du InnoSpace, et donc je reviendrai là-dessus. Donc, c'est des satellites qui sont très performants. Historiquement, quand je commençais à travailler, ben, il y avait un centre de contrôle pour un satellite. Aujourd'hui, pour gérer une constellation comme celle de Starlink, alors c'est très difficile, c'est pas facile d'avoir des informations, mais il exploite au maximum. C'est des satellites, alors notre problématique, c'est qu'effectivement, il commence à y avoir beaucoup de monde dans l'espace, il y a beaucoup de satellites, et c'est des satellites qui ont des senseurs capables de détecter les débris.
et donc d'évoluer, de modifier leur trajectoire pour les éviter. Donc, ce qui veut dire qu'on a un système qui est quasi automatique. Euh, je pense personnellement que les travaux faits par Tesla sur la conduite autonome, tout ça, en fait, on retrouve un petit peu en termes d'intelligence artificielle les mêmes algorithmes qu'il peut y avoir à bord des satellites de Starlink. Ça, c'est une interprétation un peu personnelle, mais je pense elle est pas complètement fausse comme vision. Dans les années 80, il a créé, comment dire, il a imaginé les satellites Spot 1 et puis il a poussé à créer Spot Image. Et donc, quand il a créé ça, en fait, il a créé un embryon déjà de ce qu'aujourd'hui on pourrait imaginer. Enfin, on appelle certaines briques de base un petit peu du New Space, puisque l'idée, c'était de dire que l'espace peut servir à la géologie, peut servir à l'agriculture, peut servir à des tas d'applications. Et le rôle de Spot Image et de sociétés comme Scott Conseil ont été créés, c'est de créer un écosystème des applications du spatial d'observation. Donc, et à partir de là, il s'est passé quelque chose c'est pour ça qui a été important, c'est que Spot 1 a été lancé en 1986. Donc, voilà, c'était juste à l'époque où j'ai commencé à travailler pour le spatial, donc je m'en rappelle assez bien. Et puis il y a eu quelques mois après, c'est qu'il y a eu l'explosion de la centrale de Tchernobyl. En fait, les Américains ont été obligés de publier des informations sur la centrale nucléaire, de la situation, la centrale nucléaire de Tchernobyl avec des images de spot. Et donc, ça a donné à une notoriété, comment dire, à Spot Image, au fait que ces images-là ont été largement publiées. Donc, ça a fait une publicité assez importante sur les performances de ce système. Les premières images à but commercial, jusqu'à présent, elles étaient militaires, ou elles étaient gratuites, comme les satellites américains Landsat, mais à pas de très bonne résolution. Les Américains, ils ont travaillé longtemps à une réponse appropriée. Et il a fallu attendre 1996 avec le Commercial Act de l'administration Clinton de trouver une réponse. Et ça, c'est important de l'avoir. C'est qu'en fait, les Américains, ils ont mis en place un système qui est finalement extrêmement efficace. C'est qu'ils se sont dit, j'ai besoin, moi, de l'imagerie pour mes applications militaires. Je vais proposer que finalement, ce va être des acteurs commerciaux qui vont pouvoir, comment dire, le faire. Et moi, en tant que NRO, c'est le renseignement, on va dire, observation américain, je vais acheter une grande partie de cette capacité. Donc, je vais créer un acteur commercial, mais qui va être financé à plus de 60% par mes besoins militaires. Quitte à ce que je dégrade la performance des images, de la résolution, pour les autres acteurs mondiaux. Ce qui fait que quelque part, ça, depuis d'ailleurs, ça, bon, j'aurai l'occasion d'y revenir, ça a quand même perturbé pas mal, je veux dire, on n'a pas forcément aujourd'hui un corps de réponse adéquate là-dessus, puisque maintenant les Américains se sont engouffrés là-dessus, puisque quelque part, ils créent des opérateurs qui sont financés à 80, à 60% par le gouvernement américain et qui derrière peuvent faire des offres compétitives à un certain nombre d'acteurs. Alors ils ne vendent pas tout le monde, mais ce qui est difficile pour les autres pays et notamment les autres pays occidentaux comme la France ou l'Europe.
elle va introduire un petit peu les bases de ce qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire de dire, voilà, on va commencer à effectivement à essayer de, de donner plus de liberté au secteur privé pour développer un certain nombre d'éléments. Et notamment, ça veut dire aussi que les Américains étaient prêts aussi à acheter, je vais dire, un certain nombre de ces produits-là. Donc, c'est lié à ça. Et à partir de là, l'objectif, c'était de dire ce qui se passe quand on est dans un monde un petit peu institutionnel, c'est que c'est financé par l'argent public. Donc, ça veut dire que n'est pas acceptable. Donc, ce qui veut dire, c'est que je prends des marges aux marges, je rajoute plus de carburant dans les satellites, etc., etc., ce qui fait des structures beaucoup plus lourdes. Euh, Dans l'optique où c'est commercial, ben, la prise de risque et la vision des risques est différente. Ce qui me permet d'ailleurs de faire, par exemple, quand pour la petite histoire, les trois premières fusées SpaceX ont échoué, comment dire, la fusée, la grosse fusée, la Starship, a aussi explosé en début d'année. Pour Elon Musk, il a fait une réponse qui est bien différente de ce que j'ai exprimé par rapport au secteur institutionnel, c'est-à-dire, ben voilà, c'est un moyen d'apprendre. C'est pas considéré comme un échec, c'est comme une phase d'apprentissage. Donc c'est comment ça s'appelle une évolution. Le deuxième point, peut-être à souligner, c'est qu'à partir de là, c'est qu'on a imaginé aussi de pouvoir faire de très petits satellites avec des lanceurs. Bon, déjà, on a imaginé des lanceurs réutilisables, plus légers, etc. Donc, il n'était pas nécessaire d'avoir des grandes infrastructures avec des industriels pour développer un certain nombre d'applications. Alors, je pense il faut pondérer cette situation avec le fait que, euh, avec le fait que aujourd'hui, les satellites, ces satellites sont on va dire, notamment d'observation, sont de moins en moins petits, puisqu'il faut de la performance, il faut de la résolution, et donc il n'y a pas de secret, donc il faut que les optiques soient de dimensions suffisantes, etc., etc. La première, c'est Starlink, avec, alors je ne sais plus maintenant, je crois qu'ils visent que 12 000 satellites, ils avaient parlé de 42 000. Kuiper, c'est un peu plus de 3 000 satellites. Euh, Les Chinois avec Guowan, aujourd'hui ils annoncent 13 000 satellites, donc c'est juste le chiffre. Alors, nous avons une réponse grâce à Thierry Breton au niveau de la Commission européenne. Je reviens à la Commission, à l'importance de la Commission européenne pour le spatial. Mais alors je connais pas les chiffres, on parle de 250 satellites. Donc on a des ordres de grandeur totalement différents. Le, le premier qui demande et le premier servi, c'est l'ITU, donc qui fait partie de l'ONU. Donc vous dites voilà, j'ai un satellite, j'utilise telle fréquence, donc il vérifie que voilà que les fréquences, bon, il peut les utiliser, qu'il n'y a pas de problème de conflit, etc., que l'orbite ne va pas y avoir d'éléments. Mais après derrière, c'est donc si vous dites que moi je construis comme Starlink 42 000 satellites, donc il a déposé des demandes, il a déposé des demandes de lui côté américain à la SCC. Une fois que c'est accepté, et puis voilà, terminé. Donc en fait, voilà, c'est le premier qui demande est le premier servi. Donc, ce qui fait que vous avez intérêt à vous positionner là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'actuellement, un certain nombre de pays, notamment pour les constellations de télécommunications, disent je dépose pour 13 000 satellites, 3 000 ici, 4 000 là-bas, ce qui fait que le nombre de satellites va exploser. Un aspect qui est important côté américain, c'est l'aspect financement du New Space. Pour la petite histoire, si on regarde un petit peu le développement de SpaceX, donc Google un jour a investi 1 milliard de dollars dans SpaceX. Alors il a eu des contrats de la NASA qu'il a aidé, etc. C'est pour développer ses lanceurs, mais il a eu 1 milliard.
Et donc, ce qu'il faut revenir un petit peu, commencer à faire le lien un petit peu avec les GAFA ou les BAT chinois. Donc, c'est qu'en fait, c'est des sociétés qui ont la particularité, on va dire, on y reviendra peut-être un petit peu, de se mettre en position dans leur créneau de monopole, moteur de recherche Google, réseaux sociaux Facebook, Microsoft pour un certain nombre de cas, etc., etc. Amazon pour voilà qui sont présents dans le cloud, etc., etc. Alors ils sont concurrents sur certains aspects, mais ils viennent de secteurs complètement différents. Et donc ils ont un souci, c'est qu'ils ont énormément de cash, donc il faut le placer, donc investir. Donc pourquoi pas dans l'espace pour certains. Donc il y a Amazon qui développe Kuiper, donc sa constellation, etc., etc. C'est qu'ils donnent une très grande visibilité à leurs industriels. C'est-à-dire qu'ils peuvent signer un contrat de plusieurs milliards de dollars en disant, ben voilà, pour les 10 ans à venir, vous allez avoir un contrat de tant de milliards. Et généralement, aujourd'hui, ces trois sociétés qui peuvent bénéficier de ces contrats, c'est Planet, Black Sky et puis Maxar. Et donc, à partir de là, ils ont une vision, ce qui leur permet d'investir pour le futur. Nous, l'approche, je veux dire, je viens d'Airbus. Airbus a lancé un satellite je veux dire, pour vendre des images qui s'appelle Pléiade Neo. Donc, ils en ont deux en l'air et il y en a deux qui ont été perdus suite à l'échec de Vega. En fait, le marché est à construire. Il n'y a pas l'Europe qui dit, ben voilà, vous allez avoir un contrat de temps. Il faut après, une fois que j'ai le satellite, trouver des contrats. Alors que côté américain, c'est le contraire. Et ça change complètement les éléments. Ça change complètement la manière de voir les choses. En fait, aujourd'hui, c'est eux qui ont le plus de satellites, même si on n'en parle pas beaucoup, ce sont les Chinois, qui ont, euh, qui ont développé un opérateur commercial, hein, qui s'appelle Geely, qui prévoit en 2025 d'avoir 300 satellites d'observation. Donc, ce sera la plus grande constellation pour observer la Terre, pour observer la Terre. Le deuxième point qui est intéressant chez les Chinois, c'est que nous, on a tendance alors que la petite histoire, à faire des orbites héliosynchrones qui ont la particularité mais qui optimisent en fonction du soleil, qui optimisent les prises de vue, mais qui a la particularité sur certaines zones de ne pouvoir de prendre des images entre 10 heures et on va dire 1 heure, heure locale. La constellation chinoise, elle a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'elle est hétérogène. Il y a des satellites d'observation, des satellites radar, des satellites vidéo, donc qui font de la vidéo, et qui sont en plus un certain nombre et avec des orbites dites inclinées qui permettent de passer à des heures différentes. Donc aujourd'hui, on voit que déjà, la Chine ne fait pas que se positionner, mais aussi a des approches qui peuvent être différentes des autres. Le problème avec les orbites dites héliosynchrones, c'est que si vous savez que les satellites peuvent vous voir entre midi et puis entre 10 heures et puis 1 heure, vous masquez vous cachez vos chars, j'en sais rien. Donc, puisque déjà vous êtes tranquille, personne ne nous verra. Alors, il y a des satellites radars qui passent à d'autres heures, donc aussi ça qui compense. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même certaines limitations là-dessus. Ce qui nous manque, c'est les capacités d'investissement. Alors, on arrive à créer des startups, mais à un moment donné, si on veut créer ce qu'on appelle des licornes, donc des sociétés qui ont plus d'un milliard, qui valent plus d'1 milliard, donc mais là, c'est un peu plus compliqué. Et les Américains, ils n'ont pas que les GAFA, ils ont aussi ils ont les BlackRock, etc. Donc des investisseurs qui sont capables. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, d'ailleurs, je vais dire, j'ai eu l'occasion de discuter avec un créateur de start-up qui s'appelle Love Orbital récemment, donc c'est des Français essentiellement, qui ont créé leur société aux États-Unis.
J'ai demandé à un des créateurs, mais pour quelle raison vous avez fait aux États-Unis, puisque bon, ben, voilà, vous êtes français, pourquoi vous êtes là? Bon, j'étais aux États-Unis, d'accord. Mais il y a une autre raison, il me dit, moi, j'avais pas de fonds, mais aux États-Unis, ça n'a pas été compliqué de trouver le financement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, financer des startups, oui, mais faire grossir les startups, c'est une problématique qui existe, et c'est un handicap pour nous. Et puisqu'on n'a pas la capacité de financement, donc qu'il y a côté financement qui a côté américain. Que finalement, l'Europe a été très naïve, très passive, que dans le développement du numérique, on a été absolument, à peu près totalement inexistant, voilà. Euh, et si je compare par rapport à la stratégie chinoise qui a fermé les portes à tous ces acteurs-là et qui ont développé justement les BATS, qui en répondent à ça. Alors, je dis pas qu'il faut faire ça, mais voilà, aujourd'hui, ça positionne un petit peu la situation. Je pense qu'il faut considérer le déclassement possible. C'est-à-dire, c'est que comme pour une raison, nous avons des retards d'Ariane 6. Donc aujourd'hui, en Europe, nous n'avons plus de capacité de lancement, ce qui n'était pas arrivé depuis 40 ans. Donc, je suis pas là pour chercher les coupables, mais on a une situation catastrophique. Donc, en plus, on utilisait des lanceurs russes Soyouz. Aujourd'hui, on n'a plus accès. Donc, on a guère comme option SpaceX. Donc, c'est une situation qui est problématique. La deuxième problématique, c'est ce que déjà j'ai quand même pas mal souligné, c'est le fait que dans le domaine digital, on est absent. On est sous-développé, quoi, quasiment. Et ces facteurs-là, pour la petite histoire, on parle de maintenant à bord de cloud, on parle d'internet spatial, etc. Donc c'est des termes qui on commence à réfléchir à ces questions-là, mais aujourd'hui, la question c'est si on est un peu passif, voilà, notre futur peut être compromis. Et je fais des fois, comment dire, je suis optimiste, mais je vais le souligner. Je me rappelle aujourd'hui que dans les années 80, quand je faisais mon doctorat, nous avions les télécoms en France qui étaient très développés, notamment avec le CNET. 40 ans après, il reste plus rien. Donc, je pense qu'en fait, ça veut dire que il nous faut des stratégies quand même comment dire, des stratégies un petit peu donc ambitieuses et puis pour arriver à revenir si vous voulez à des situations plus pérennes pour côté français côté européen parce qu'il y a des pays voilà les États Arabes Unis l'Inde qui veut faire des missions lunaires nous on n'a jamais fait. Ils veulent se poser enfin ils se sont posés donc ils ont fait des missions sur la Lune, etc. Nous on fait plus. Donc aujourd'hui, même au niveau européen, voilà, au niveau de l'agence spatiale, etc., on n'a pas fait. Il y a beaucoup de satellites et que ça pose des problèmes, c'est une certitude. Ceci dit, comment dire, les satellites, ils sont à différentes orbites. Enfin, il y a plusieurs cas de figure. C'est difficile de répondre d'une manière complète. Les satellites, par exemple, si je pars de Starlink, et ça, je veux dire, c'est 3800, je sais pas trop combien de satellites aujourd'hui. C'est des satellites qui sont en orbite relativement basse, 500 et quelques kilomètres. Et une particularité, c'est que il y a encore de l'atmosphère terrestre à ces orbites. Ce qui veut dire, c'est que si vous ne faites rien, ces satellites, ils vont naturellement se désintégrer. Ils vont retomber. Donc, euh, donc c'est pour ça d'ailleurs que Elon Musk, il a mis un certain nombre enfin, ces satellites à ces orbites. On parle d'ailleurs certains de privatisation de certaines orbites par Starlink d'ailleurs, puisque quelque part on n'arrive plus à mettre d'autres satellites à ces orbites.
Plus vous montez dans les orbites, c'est-à-dire les orbites un petit peu plus hautes, 500, 800 kilomètres, vous allez avoir l'effet, mais moins. Donc, ça voudra dire, au fur et à mesure que vous montez, par exemple, à 1000 kilomètres, ça voudra dire aujourd'hui, donc, il y a la mise en place de bonnes pratiques, notamment par les agences, la NASA ou l'Agence spatiale européenne, pour dire, ben, il faut que vous prévoyez que quelque part, vous allez pouvoir être désorbité si jamais vous tombez en panne. Donc, vous avez un crochet, enfin, il y a un certain nombre de règles qui sont pour pouvoir vous désorbiter derrière. Vous, vous ne restiez pas là des années et des années. Si vous montez un petit peu plus haut, par exemple, des orbites de navigation qui sont à peu près à 20 km, ben, il y a des orbites, on met des orbites dites cimetières, donc on les déplace et ils vont rester des siècles et des siècles et des siècles à la même orbite. De la même manière, pour les satellites en orbite géostationnaire, à 36 000 kilomètres, on a là carrément créé des orbites cimetières, qu'on appelle, donc sur lesquelles, effectivement, un satellite en fin de vie, mais on va pouvoir le mettre en orbite cimetière. Il y a quand même une pollution, je vais dire, qui est énorme, avec des morceaux. Alors maintenant, les lanceurs sont un peu plus. Parfois, il restait des morceaux, donc c'est un peu plus. J'ai vu un article de l'ESA qui disait que ça s'arrangeait un petit peu, mais vous avez des tas de débris. Et il y a d'ailleurs des systèmes, notamment dans les orbites basses, qui surveillent ça. Il y a même des opérateurs commerciaux américains comme Léolab qui détectent des objets de 6 centimètres. Sachant que plus vous êtes proche de la Terre, plus les satellites tournent très très vite. Donc, ce qui veut dire qu'en cas avec des impacts de très petits débris, vous pouvez avoir des effets catastrophiques sur les satellites. Donc, c'est un problème. C'est derrière ce problème des débris, de vieux morceaux de satellites, de résultats de lanceurs, etc. Et donc, on va dire que l'espace est quand même relativement assez pollué aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des actions de dire comment on arrête, parce que finalement, on peut arriver à créer ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, c'est de dire à un moment donné, bah, s'il y a beaucoup de, comment dire, de débris, etc., s'il y a des satellites qui se percutent, etc., nous n'aurions plus accès à l'espace.